Par ici, Excellence. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie, chers collègues, messieurs les ministres réformateurs ici représentés, messieurs les coordonnateurs de la cellule climat des affaires de la présidence de la République, madame la représentante de son Excellence, madame la première ministre chef du gouvernement, mesdames et messieurs les secrétaires généraux, mesdames et messieurs les mandataires publics, mesdames et messieurs les coordonnateurs des structures étatiques, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs les délégués des partenaires techniques au développement, mesdames et messieurs les ministres provinciaux ici représentés, mesdames et messieurs les délégués du pouvoir judiciaire, mesdames et messieurs les délégués du secteur privé et de la société civile, mesdames et messieurs les délégués du monde scientifique et universitaire, mesdames et messieurs les points focaux et experts du climat des affaires, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Je suis très heureux de vous accueillir ici, à Otana, cadre choisi pour abriter la réunion du comité de pilotage du groupe thématique climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi. Et donc le bienvenu. Le comité de pilotage qui j'ai l'honneur de présider est l'organe d'orientation et d'évaluation des travaux de ce groupe thématique sectoriel. Il est convoqué ce jour dans le but de valider le projet de la feuille de route des réformes gouvernementales du climat des affaires après un long processus qui, lentement mais sûrement, approche le bout du tunnel. C'est ici pour moi l'occasion de remercier les différents membres du gouvernement, en l'occurrence les ministres réformateurs qui composent cette instance, pour avoir participé activement à toutes les phases de ce processus, en y impliquant leur ministère ainsi que les établissements et services publics sous leur tutelle. J'exprime par la même occasion toute ma gratitude aux experts et points focaux des différentes parties prenantes à ce groupe thématique pour leur dynamique et participation assidue aux travaux qui ont conduit à la production de ce projet de feuille de route dans un esprit de fraternité, de solidarité autour d'un objectif commun, à savoir l'amélioration du climat des affaires. Je salue la présence des membres du groupe des ambassades engagées dans le dialogue pour l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo et les remercie pour leurs propositions des réformes qui ont été analysées et ont contribué à enrichir le projet de la feuille de route. Que l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle, organe technique du gouvernement en charge de l'amélioration du climat des affaires, qui a assuré l'organisation technique et matérielle de cette activité, en étroite collaboration avec mon cabinet, trouve ici l'expression de ma gratitude. Mesdames et messieurs, distingués invités, avant de procéder à la présentation du projet de la feuille de route des réformes gouvernementales d'amélioration du climat des affaires et d'inviter les membres du comité de pilotage à la valider, je voudrais brosser succinctement, comme je l'ai fait hier d'ailleurs à l'occasion de la 10e édition du forum Makutano face au secteur privé, les derniers développements qui ont marqué le processus de sa production. Comme vous le savez bien, il n'y a pas de développement sans investissement et il n'y a pas d'investissement sans un bon climat des affaires. Ce postulat revient à dire que l'assainissement de l'environnement des affaires demeure une quête permanente, un processus dynamique, aussi bien pour les États développés que pour ceux en voie de développement, dans l'objectif d'attirer et de pérenniser les investissements tant publics que privés. Ce processus permet de construire de manière structurelle la sécurité juridique et judiciaire ainsi que les autres agrégats qui influencent la décision de tout investisseur sérieux d'aller s'installer dans un pays. Ainsi, la République démocratique du Congo
dont la position stratégique au cœur de l'Afrique, avec son impressionnant potentiel diversifié, notamment en ressources humaines, du sol et du sous-sol, forestier et hydraulique, la prédestine à être une terre fertile d'investissement et une destination idéale pour les investisseurs du monde entier, mise sur l'initiative privée, et le gouvernement est conscient des préalables à remplir sans lesquels ni la croissance économique espérée, ni le développement tant rêvé ne pourront se réaliser. Aussi, dans un contexte marqué par une compétition de plus en plus rude entre pays en matière d'attraction des investissements, et ce, sous l'arbitrage des agences internationales de notation telles que Doing Business de la Banque mondiale devenue Business Ready, Moody's, Standard Poor's et Bloomfield, et j'en passe, il est temps d'agir avec plus de responsabilité, d'efficacité et de détermination pour redorer l'image de notre pays en suivant la voie tracée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'impulsion plus que permanente dans ce secteur a permis de booster la dynamique, l'élan des réformes engagées. Voilà pourquoi, dès l'entame de son deuxième mandat, le président de la République, chef de l'État, avait, dès lors de la deuxième réunion du Conseil des ministres tenue le 21 juin 2024, réaffirmé son engagement de ne ménager aucun effort pour assainir l'environnement des affaires. Il avait alors instruit toutes les parties prenantes au processus d'amélioration du climat des affaires, avec l'accompagnement de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Souminois, d'identifier tout dans les plus brefs délais, et ce, en attendant le développement d'un plan stratégique pluriannuel, des actions prioritaires à exécuter et de poursuivre avec le mécanisme de suivi-évaluation déjà expérimenté et faire procéder ces initiatives d'une évaluation permettant d'apprécier l'état d'avancement de la mise en œuvre des réformes jusqu'à ce jour. En exécution de cette instruction, j'ai personnellement présidé du 12 au 17 août 2024 en Mbouila-Lodge, dans la province du Congo central, avec l'appui financier du projet Transform de la Banque mondiale, la retraite du groupe d'experts sectoriels du climat des affaires. Ces travaux avaient notamment comme principal objectif de procéder à l'évaluation de la mise en œuvre des réformes contenues dans la feuille de route des réformes gouvernementales sur le climat des affaires, de mettre à jour la dite feuille de route en l'enrichissant en fonction de la nouvelle vision du président de la République sur le climat des affaires, du programme d'action du gouvernement, des évolutions récentes sur le plan institutionnel et en fonction des différents outils de programmation institutionnelle, afin d'avoir un document plus inclusif, plus complet, qui prendrait surtout en compte les desiderata du secteur privé et de toutes les parties prenantes, toutes activement représentées à ces travaux. Par ailleurs, dans le souci d'assurer une plus large inclusivité et de porter à sa plus grande maturité les processus d'amélioration du climat des affaires, en République démocratique du Congo, les travaux énoncés ci-dessus ont été enrichis par les recommandations de la deuxième édition des Assises nationales du climat des affaires et de la deuxième session du dialogue public-privé qui ont connu une participation massive de tous les acteurs majeurs, publics et privés, parties prenantes à l'écosystème de l'environnement des affaires. En définitive, ce processus a permis de produire une feuille de route des mesures et réformes subdivisée en trois principales matrices, à savoir la matrice des mesures urgentes comprenant les différentes actions et mesures prioritaires à mettre en œuvre par le gouvernement en ayant un délai ne dépassant pas une année. Oui, la matrice des réformes à court terme renfermant les différentes réformes à mettre en œuvre dans un délai ne dépassant pas une année, je répète la même chose. La matrice des réformes à moyen et long terme comprenant les réformes à mettre en exécution dans un délai de plus d'une année. Aussi,
Compte tenu de l'évolution de la société et des nouveaux facteurs qui influencent les climats des affaires, quelques nouvelles réformes, 17 au total, ont été proposées par les experts attitrés présents à la retraite précitée. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour revenir à l'instruction précitée de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, laquelle comprend 2 volets à exécuter en 2 phases consécutives, il est ici de relever, en ce qui concerne le premier volet, que l'évaluation de la feuille de route des réformes gouvernementales sur le climat des affaires a fait ressortir un taux faible de réalisation globale de 21% pour les 3 matrices des réformes gouvernementales du climat des affaires. Très loin de l'ambition du gouvernement de la République de faire de la République démocratique du Congo une terre attractive pour les investissements. L'analyse des causes de ce faible résultat met en exergue plusieurs facteurs, tant endogènes qu'exogènes, qui handicapent la mise en œuvre effective des différentes réformes visant à assainir les climats des affaires. Entre autres, la faible appropriation institutionnelle des réformes, le faible dialogue public-privé, public-public, privé-privé, le faible appui financier du gouvernement dans la mise en œuvre des réformes identifiées, les conflits des compétences entre ministères et services réformateurs qui, non sans compromettre l'opérationnalisation de certaines réformes, les contraintes opérationnelles qui limitent les niveaux de performance des réformes, la faible appropriation et coordination institutionnelle des réformes, la non-implantation des unités de suivi de mise en œuvre des réformes au sein des ministères et services réformateurs, etc. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme je l'ai dit au début de mon propos, l'assainissement de l'environnement des affaires demeure une quête permanente, un processus dynamique, aussi bien pour les États développés que ceux en développement, dans l'objectif d'attirer et de pérenniser les investissements, tant publics que privés. Ces résultats peu réduisants des efforts d'amélioration du climat des affaires, plutôt que de nous décourager, nous motivent à renouveler l'engagement du gouvernement avec plus de détermination, en agissant avec comme leitmotiv l'efficacité, la rationalité, l'efficience et surtout le pragmatisme. Voilà pourquoi, en ma qualité plutôt de vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement et du président du comité de pilotage du groupe thématique le climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi, je m'engage à porter avec toute l'attention nécessaire le processus d'amélioration du climat des affaires au niveau gouvernemental jusqu'à son achèvement total, et ce, sous l'impression croissante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'assurance de l'accompagnement de son Excellence, Madame la Première ministre, chef de gouvernement, ainsi qu'avec l'implication active de toutes les parties prenantes à ce processus. Mesdames et Messieurs, distingués invités, après la validation de la présente feuille de route par le comité de pilotage dans les instants qui vont suivre, le processus va se poursuivre jusqu'à son adoption par le Conseil de ministres. Dès lors, les différentes matrices des réformes seront transformées en assignations sur les climats des affaires à la charge des ministères réformateurs. Comme souhaité, le présent processus a non seulement pris en compte les doléances et contraintes relevées par le secteur public constitué des ministères et services publics réformateurs, mais aussi et surtout celle du service privé, du secteur privé, principal bénéficiaire des dites réformes, la société civile, le monde scientifique et universitaire, ainsi que la voix des diplomates entendus dans leurs propositions, afin d'avoir un processus de réforme bénéficiant d'une large inclusivité et des vertus d'un dialogue de qualité. Il ne nous restera qu'à en assumer la mise en œuvre effective et efficiente, et c'est à cette phase critique que je lance un appel à toutes les parties prenantes ici présentes
ainsi que nos partenaires techniques de soutenir suffisamment la mise en œuvre de ces réformes. Je reste convaincu que le processus d'assainissement de l'environnement des affaires amorcé depuis des années dans notre pays va finalement produire des résultats escomptés grâce à ce regain d'intérêt, d'attention et d'engagement. Il va de soi que c'est à cette condition que nous pouvons espérer assister à nouveau à l'éclosion du secteur économique et à la compétitivité du secteur privé dans notre pays. Avant de clôturer mon allocution, je devrais vous annoncer que consécutivement à ce premier volet de l'instruction du président de la République, le deuxième volet consistant à l'élaboration du plan stratégique pluriannuel du climat des affaires est déjà amorcé et va se poursuivre sans désemparer. L'objectif étant de déployer le maximum d'énergie avec la rationalité et pragmatisme, comme je l'ai dit, dans un esprit de solidarité entre les parties prenantes pour enfin offrir aux investisseurs un environnement des affaires activement rassurant. L'exécutif, dont le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement et les répondants dans ces secteurs précis, va tout mettre en œuvre pour faire aboutir ce processus avec succès et redorer l'image de notre pays. Il ne me reste qu'à inviter les membres du comité de pilotage à valider la présente feuille de route afin de permettre l'atterrissage sur la dernière piste institutionnelle qui reste, à savoir les conseils des ministres, comme je l'ai rappelé, en vue de son adoption et sa transformation consécutive en assignation ministérielle du climat des affaires. C'est par ce mot que je déclare ouvert les travaux de la réunion du comité de pilotage du groupe thématique climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi de ce jour, dédié à l'examen et à la validation de la feuille de route des réformes gouvernementales sur le climat des affaires en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Adopter et promulguer la loi portant. Monsieur le coordonnateur de la cellule climat des affaires de la présidence de la République, Monsieur le représentant de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les mandataires publics, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs des structures étatiques, Mesdames et Messieurs les délégués des partenaires techniques au développement, Mesdames et Messieurs les cadres et agents de l'administration centrale et de l'administration provinciale de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les délégués du secteur privé et de la société civile, Mesdames et Messieurs les délégués du pouvoir judiciaire, Mesdames et Messieurs les délégués du monde scientifique et universitaire, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. C'est un véritable honneur pour moi que de prendre la parole à ce jour du 15 novembre 2024 dans ce beau cadre de l'hôtel de Rotana en vue de vous souhaiter à vous tous, à vos titres et qualités, à l'occasion de la réunion du comité de pilotage du groupe thématique climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi dédié à l'examen et à la validation de la feuille de route revue de réformes gouvernementales relatives à l'assainissement de l'environnement des affaires. Comme répété de nombreuses fois, le processus d'amélioration du climat des affaires constitue l'un des piliers essentiels non seulement du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends l'expression de mes hommages les plus déférents, mais aussi du gouvernement de la République que pilote de maître la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, à qui je rends l'expression de ma très haute considération. Aussi, la présence de leurs Excellences, membres du gouvernement en ces lieux,
est-elle une preuve véritable de cette volonté exprimée au plus haut niveau étatique par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et matérialisée à travers l'action gouvernementale, à travers les ministères et institutions attitrées. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, consécutivement aux instructions formulées par le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la deuxième réunion du Conseil des ministres du 21 juin 2024, son Excellence, Messieurs les vice-premiers ministres, ministres du Plan et de la coordination de l'aide au développement, Messieurs Ghislain Nimbo Louisa, avait instruit l'ANAPI de convoquer dans de brefs délais une retraite du groupe technique d'experts sectoriels du climat des affaires en vue de dresser un état des lieux actuel de la mise en œuvre des réformes et actions reprises dans le projet de la feuille de route de réforme gouvernementale sur l'amélioration du climat des affaires validé par les comités de pilotage du 2 novembre 2023. De mettre à jour la feuille de route de réforme du gouvernement sur le climat des affaires en fonction de nouvelles orientations sur le climat des affaires, du programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi que par rapport au programme du gouvernement de la République. 3. Redéfinir ou alors réorienter certaines réformes ou actions contenues dans la feuille de route de réforme sur le climat des affaires afin de pouvoir permettre leur matérialisation effective. 4. Redéfinir le chronogramme de la mise en œuvre de certaines réformes et actions contenues dans la feuille de route de réforme en fonction de nouvelles avancées ou reculs constatés sur le terrain. 5. Enrichir la feuille de route de réforme gouvernementale sur le climat des affaires et préalablement les actions à mettre en œuvre en vue de l'atteinte des résultats escomptés en fonction de nouvelles donnes sur le terrain. 6. Identifier les différentes contraintes rencontrées dans la mise en œuvre de réformes et proposer des stratégies efficaces pouvant permettre leur matérialisation effective dans le respect des échéances définies. 7. Examiner les différentes doléances formulées par le secteur privé et autres parties prenantes en rapport avec la détérioration du climat des affaires et formuler les recommandations quant à ceux aux autorités compétentes. 8. Identifier les actions et réformes prioritaires à assigner aux différents ministres réformateurs consécutivement à la recommandation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 20. Réfléchir sur des stratégies devant être mises en place pour une meilleure coordination du processus de mise en œuvre des réformes et la consolidation des efforts communs. Il en a résulté une nouvelle feuille de route plus inclusive qui a pris en compte, si vous voulez, tous les aspects mentionnés ci haut et qui a été transmise à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités. Les processus de validation de la feuille de route et de la mise en œuvre des réformes ne doivent pas se limiter uniquement au niveau technique, mais nécessitent surtout d'être portés à un niveau décisionnel élevé avant de suivre son cours normal pour sa validation en Conseil des ministres. C'est la clé de sa réussite. C'est dans ce cadre que son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, a convoqué la présente réunion du comité de pilotage du groupe thématique climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi, élargi aux ministres réformateurs, cadre institutionnel de concertation entre les gouvernements et les différents partenaires, en vue d'examiner et de valider la dernière version de la feuille de route. Il me revient de relever que la feuille de route qui fera l'objet d'examen et de validation par cette séance décisionnelle du comité de pilotage du groupe thématique climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi est une feuille de route de réforme du gouvernement dont l'élaboration a requis la participation de toutes les parties prenantes au processus de mise en œuvre des réformes. Aussi,
je nourris en moi l'espoir de voir les mesures et réformes contenues dans la dite feuille de route contribuer efficacement à l'amélioration effective de l'environnement des affaires dans notre pays en vue d'un développement et d'une compétitivité du secteur privé, cela dans l'optique de faire de notre beau et magnifique pays une terre attractive aux investisseurs tant nationaux qu'étrangers à travers un climat des affaires véritablement amélioré. Soyez donc la bienvenue à la réunion du comité de pilotage du groupe thématique climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi, de ce jour dédié à l'examen et à la validation de la feuille de route de réforme gouvernementale relative à l'amélioration du climat des affaires et des investissements en République démocratique du Congo. Ensemble, améliorons les climats des affaires en République démocratique du Congo. Ensemble, conjuguons nos efforts pour renforcer la sécurité juridique et judiciaire dans la pratique des affaires dans notre pays. Ensemble, nous relèverons le fond et nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Merci et je termine par là. Merci. La loi sur le tarif et du livre les services financiers et deux réformes. Justement, donc la première réforme à court terme, axe fiscalité. Donc les 3 mois ont déjà été fixés. Donc, la réforme existe déjà et les sanctions ont déjà été organisées dans le cadre des procédures fiscales, de sorte que lorsque l'administration ne statue pas et donc il y a silence, l'administration fiscale ne peut pas appliquer des pénalités additionnelles. Donc je pense que peut-être que cette réforme, s'il y a un délégué de la DGI, il peut peut-être nous éclairer un peu plus parce qu'il me semble que cela a déjà été fait. Maintenant, sur les deuxième commentaire, c'est les pages 9 et 10, toujours au même endroit. Donc, formaliser le régime de suspension de la TVA, ça c'est très important. Consacrer l'exclusion du manque à gagner payé aux pétroliers. Je suis content de voir également le VFM économie là, parce que ça fait l'objet d'un très grand contentieux au cours de l'exercice passé. Il a fallu que le gouvernement décide. Donc, c'est une réforme très importante. Et supprimer le fait générateur de changement de dénomination sociale pour les installations classées. Pour ça, j'ai une recommandation, Excellence, messieurs les vice-premiers ministres. Je sais pourquoi je le dis, parce que il y a la loi de finances 2025 qui est encore en cours d'instruction, le projet de loi de finances. Ce que moi je recommande, c'est est-ce qu'on ne peut pas profiter du projet de loi de finances pour déjà faire avancer ces réformes ici, là, comme le projet est encore en cours d'instruction au niveau du Parlement, est-ce qu'on peut déjà les porter plutôt que d'attendre l'année prochaine pour les faire prendre en charge dans la loi de finances qui viendra alors que le texte est encore en projet. Ça permettrait peut-être d'avancer rapidement sur ces réformes et d'éviter que les sociétés qui sont concernées par ces problématiques ne soient encore victimes de ces sujets au cours de l'exercice prochain, donc l'exercice 2025. Donc voilà ce que j'avais à dire, sinon à part ça, je n'ai pas d'autres commentaires. Ça n'a pas encore été pris en charge dans le projet de loi de finances qui est en cours d'instruction au Parlement. Ah, ça n'a pas encore été pris en charge. Non, ça n'a pas encore été pris en charge. Ok, ça va. Ouais, c'est pour les membres du comité de pilotage. Si on doit répondre ici, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de travail avant. Non, je représente le secrétaire général de la justice. Ah. Parce que le secrétaire général est à... Oui, merci beaucoup, Monsieur, Son Excellence, Monsieur Pépé, de m'avoir donné la parole. Je reviens sur la page 10, ma précité, et mon prédécesseur venait même de dire concernant la suppression
l'effet générateur sur le changement des dénominations sociales. Et nous estimons, à notre niveau, sur les installations classées, nous estimons qu'on ne peut pas supprimer. Au contraire, nous pouvons apporter à la page 10, matrice 2. Là, on parle de supprimer l'effet générateur, changement des dénominations sociales, institution d'une installation classée, et la taxe d'exploitation sur les installations classées, et ainsi de suite. Alors, à notre niveau, nous disons que page 10, deuxième matrice, excellent. Oui, le même document. Oui, oui. Matrice B. Oui, on va noter. Oui. Ok. Je disais, ici, on veut supprimer ces faits générateurs. Nous disons que nous devons maintenir en ce sens que les changements d'une installation classée. Je donne un exemple. Un établissement, installation classée qui s'appelle Kitambo. D'un coup, il change, il devient Gombe. Comment nous, les services d'assiette, nous allons capter cet argent? Nous disons qu'on ne peut pas. Nous avons estimé à l'autre fois que nous devons tout simplement mettre une taxe forfaitaire qu'on a intitulée taxe de fixation d'enregistrement pour permettre à ce que toutes les sociétés qui changent de dénomination doivent passer au ministère de l'Environnement pour qu'ils soient captés. Et l'établissement qui était tel nom Richard, à ce moment-là, les services d'assiette, comment ils vont capter cet argent? Ce sera difficile. Il en est de même pour la cession. Il sera difficile pour qu'il y ait un établissement, prenons Equity, qui a changé. Mais heureusement qu'il a pris BCDC. S'il avait tout simplement changé Equity Bank, ce serait difficile à ce moment ici. Comment le ministère de l'Environnement allait capter ces taxes? Parce que les taxes d'exploitation égale permis d'exploitation. Parce que nous suivons ces permis d'exploitation en fonction de ces taxes-là. Donc, nous pouvons verser au niveau de la commission pour permettre à ce que nous prenons en charge ces taxes-là. Voilà notre commentaire sur ce point. Merci. On va pas réagir à ce que M. le représentant du secrétaire général a dit. Au fait, la taxe d'implantation et la taxe rémunératoire annuelle, ce sont des taxes en réalité environnementales. Et c'est vrai qu'il y a, suivant les régimes, il y a aussi le régime des permis. Si cette réforme avait été proposée, c'est pour deux raisons. La première, c'est que la recommandation qu'il est en train de faire avait déjà été prise en charge par la loi de finances 2022. Puisque le débat existait déjà. Ce qui était anormal pour les entreprises, c'est d'avoir déjà payé un permis d'exploitation, mais pour le simple fait que l'entreprise change de dénomination, on lui demande de repayer la même taxe sur la même installation classée, alors que l'opération qu'elle fait est une simple formalité de secrétariat juridique, sans avoir un impact réel sur l'environnement. C'est pour ça que maintenant, pour permettre à l'État de prendre en charge les formalités au niveau des imprimés de valeur, ce qui avait été préconisé, c'est de créer des droits fixes d'enregistrement. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que les droits fixes ont été créés, le fait générateur donc de la TI, de la TERA, seulement pour la dénomination, avait été supprimé, mais avec la loi de finances 2023, on a remis le fait générateur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a entraîné une sorte de double emploi sur la même chose, alors qu'en réalité, changer de dénomination et payer une taxe environnementale, sincèrement, s'il faut le faire pour tous les secteurs, c'est lourd et c'est difficilement compréhensible. Mais pour pallier justement ce fait, la taxe forfaitaire avait été prévue. Donc je pense que si dans les travaux on a retenu cette suppression, c'est parce que justement il y a déjà ces taxes forfaitaires-là et aujourd'hui, je ne sais pas par erreur ou comment, le Parlement avait remis encore ce fait générateur et ce qui pose problème. Donc les entreprises sont confrontées à
avoir une taxe forfaitaire et à payer également la TERA alors qu'il n'y a pas d'impact environnemental sur le fait générateur qui a été identifié. Donc c'est un peu ça. Mais ce qui c'est fondamental. Je voudrais faire plutôt une recommandation, Excellence. J'ai suivi la présentation tout à l'heure. La première feuille de route a fait état de, en moyenne, un taux d'exécution de 19% des réformes. Donc il y a plusieurs réformes qui ont été alignées, mais bon nombre n'ont pas été exécutées. Et je voulais faire la recommandation suivante, que cette fois-ci, on doit peut-être changer de stratégie, sinon renforcer les stratégies pour que les différentes réformes pertinentes qui sont alignées puissent être exécutées. Parce que je pense qu'on ne ferait pas œuvre utile d'aligner beaucoup de réformes et à la fin, lorsqu'on doit faire l'évaluation, on voit que très peu de réformes ont été exécutées. Peut-être alors, on peut se dire, au lieu d'aligner plusieurs réformes, on peut cibler quelques réformes seulement et on y travaille fortement pour qu'on arrive à leur application plutôt que d'aligner plusieurs réformes. Alors, si on doit aligner plusieurs réformes, il faut qu'on puisse aiguiser les stratégies pour que ces réformes puissent être exécutées, puisque l'essentiel, et il faut nécessairement que ces réformes puissent être exécutées. Donc, les stratégies à mettre en place sont très, très importantes pour arriver à l'exécution de toutes ces réformes. Peut-être, si vous permettez, Excellence, je vais terminer par là. Il y a une réforme, on a dit, dans une réforme, excusez-moi, on a dit la maîtrise, je crois que c'est la maîtrise de l'énergie. Oui, on a dit maîtrise d'énergie, efficacité énergétique. Peut-être c'est un problème de formulation. La réforme, on devrait plutôt, à mon avis, indiquer ce qu'il faut exactement faire pour qu'on arrive à maîtriser l'énergie et pour que cette énergie puisse être efficace. Donc, la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique, à mon avis, paraissent comme les conséquences des actions à mener. Et donc, ce serait peut-être mieux qu'on mentionne les actions à mener, qui constituent donc les réformes qui auront comme conséquence la maîtrise de l'énergie. Voilà, Excellence, ma petite contribution. Voilà, donc je crois que pour les... Je suis M. Biro, secrétaire général et représentant le ministre d'État, ministre du Budget. Je suis à la page 9. Là, nous parlons du renforcement de la transparence sur les systèmes intégrés de gestion des marchés publics. Excellence, après avoir passé au peigne fin cette rubrique-là, je me suis réalisé qu'il y a un problème. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une bonne transparence, il faudra quand même qu'il y ait aussi l'aspect renforcement des capacités. Parce que beaucoup de réformes dans notre pays n'arrivent pas vraiment à donner des résultats positifs, parce que d'abord, les gens ne sont pas bien formés pour appliquer ces réformes-là. Et il y a aussi l'aspect sensibilisation sur la mentalité, parce que la fraude, les détournements, les antivaleurs sont, je peux dire, le goulot même d'un tremblement. La cause principale du ralentissement de notre développement. Depuis la nuit des temps, avec notre petite expérience, nous réalisons qu'il y a beaucoup de réformes dans notre pays.
qui amène même beaucoup de charges à l'État. Mais l'application fait toujours défaut. Alors, à ce stade, parce que je vis là, il y a des amis qui ont parlé de la loi des finances, qui est déjà d'ailleurs au Sénat, j'aurais souhaité qu'en amont, qu'il y ait quand même des sectoriels qui posent des problèmes, surtout de l'ordre des conférences budgétaires, pour présenter la vraie situation. Mais on ne peut pas, c'est difficile d'arriver à un résultat escompté lorsque d'abord ceux qui doivent exécuter cette réforme-là ne soient pas formés. Et cette formation, telle que nous sommes en train de le constater, ça se passe dans les villes-provinces, soit à Kinshasa. Mais le vrai développement doit commencer à la base, c'est-à-dire dans les entités territoriales, dans nos territoires. C'est là où se pose le problème. Si à ce niveau, il y a déjà une interaction des connaissances, de la base jusqu'au sommet, vous allez voir qu'une fois que la réforme se met en place, il y a des outils, il faut que le matériel arrive sur le lieu, il y a des agents qui sont bien formés et vous allez voir que l'application de la plupart de nos réformes feront quand même bonne cause pour la République. Sinon, avec la mentalité congolaise où chacun voit son intérêt personnel, en tout cas je doute, mais le vœu est que votre mission est salvatrice, parce que c'est une occasion pour qu'on en parle. Je pense qu'avec cette façon de faire aussi les choses, donc le rapprochement des capacités, sensibilisation sur la bonne mentalité, la lutte contre les antivaleurs, si ces aspects rentrent dans ces textes-là, je pense que ça pourra aussi nous faire vivre. Nous avons eu déjà plusieurs discussions. D'autres, il y a des propositions qui sont là, qui sont mises sur la table. Au niveau politique, parce que c'est à ce niveau-là, ce que vous dites, et juste d'ailleurs, pour que par exemple un ministre qui se rend compte que ça n'arrive pas à fonctionner dans son ministère, et c'est à lui de dire, voilà, j'ai besoin de former mes gens. Et le ministère de Plan est là, il y a le service scénario qui est là, et disposé à donner des formations renforcement de capacités institutionnelles. Donc tout est là, mais il s'agit de formuler justement des requêtes pour que nous puissions prendre en charge cette grande question, et vous avez raison, la question de mentalité, mais pas que de mentalité, parce que vous pouvez, je pense qu'on ne peut pas croire tout simplement que la mentalité, ça va changer parce que les gens vont à l'église, ou bien sinon on est au moins plus de 90% des croyants dans notre pays. Je crois que c'est un problème de mentalité, ça serait déjà réglé tout de suite, on aurait juste demandé au pasteur de le faire. Mais vous constatez qu'il faut accompagner les gens, donc il faut des systèmes. Voilà pourquoi nous voulons aller vite, par exemple au niveau public, donc tous les ministères, si on pouvait aller vers le digital, rapidement, ça diminue déjà. Donc c'est une grande réponse déjà à cette question pour la question de la dématérialisation qui est importante pour nous faire avancer déjà un peu bien dans cet effort que nous faisons. Donc je reviens pour dire que non, il faut exprimer les besoins pour nous permettre de prendre ça en charge, et à ce moment-là, ça va nous aider à avancer. Voilà, donc merci. Je crois qu'on a fini ici parce que je vous rappelle, l'objectif d'aujourd'hui, c'est le comité de pilotage pour valider, mais vous comprenez que ça va encore être élargi. Donc il y aura encore un travail beaucoup plus élargi avec les collègues au niveau de l'ECOFIR. Donc nous irons en détail, donc les ministres concernés reviendront certainement parce qu'il s'agira de faire le portage politique. Et puis après, bien sûr, le Conseil des ministres où il y aura la grande messe pour essayer de boucler cette question. Mais ici, le plus important, ça nous permet, dans le cadre du processus, de passer cette étape pour donner la main à l'étape suivante, donc que nous avancions. C'est ça le plus important. Donc je vais donner la parole au VPM de
l'économie pour sa contribution. Merci. Je retiens un chiffre. 21% de taux de réalisation sur la feuille de route qui a fait l'objet de l'évaluation récemment. Ce taux est faible et je ne pense pas que la nouvelle feuille de route soit totalement différente de l'ancienne. Ce qu'il nous faut éviter cette fois-ci, c'est d'avoir encore un taux de réalisation faible. Et on parle de réforme, c'est-à-dire qu'on parle de modifier les territoires de pouvoir des uns et des autres. On parle de toucher aux intérêts des différents départements ministériels. Et généralement, il y a une force d'inertie qui se met en place et qui résiste. Et réformer, c'est justement faire reculer ces résistances. Comme vous l'avez dit, Monsieur le vice-premier ministre, je crois que les premiers responsables de ces réformes, ce sont les membres du gouvernement qui auront à réaliser les assignations ministérielles. Ce dossier va venir à la commission ECOFIN, donc nous allons nous retrouver entre membres du gouvernement concernés. Nous inviterons certainement, parce que tous les ministres et réformateurs ne sont pas membres de cette commission, notamment le ministre de la Justice, peut-être le ministre non, mais il ne fait pas partie de la commission ECOFIN. Ah oui, bien sûr. Mais nous l'inviterons donc pour prendre part à la réunion de la commission qui validera le dossier pour sa transmission au Conseil des ministres. Vous vous rappellerez, nous avions déjà discuté en commission ECOFIN de la nécessité d'avoir un cadre de suivi des principales réformes, notamment les réformes relatives au climat des affaires. Après l'adoption de la feuille de route en Conseil des ministres, le plus important, ça va être justement de faire le suivi de manière régulière au sein de la commission ECOFIN pour transmission des résultats au Conseil des ministres. Donc pour qu'on ait un double niveau de suivi entre nous, membres du gouvernement, au sein de la commission et au Conseil des ministres devant les deux têtes de l'exécutif, Madame la Première ministre et Monsieur le Président de la République. Mais il me semble utile quand même qu'au niveau du comité de pilotage, il y ait peut-être un travail technique à faire pour justement faciliter ce travail de suivi. Parce que, comme l'a dit Monsieur le secrétaire général du budget, c'est plusieurs réformes et on peut faire l'hypothèse qu'il y a de manière inévitable une interdépendance entre les différentes réformes, avec des relations d'antécédence ou d'antériorité. Telle réforme dont le retard générait la réalisation d'une autre réforme qui dépend de la première. Donc c'est peut-être ce travail-là qui peut être fait au niveau de ce comité de pilotage, de manière à ce que nous ayons, parce que c'est facile de dire ça c'est les réformes urgentes qui doivent être réalisées le plus rapidement possible, voilà les réformes à court terme, mais il faut poser les jalons temporels, il faut arriver à dire il faut que ce soit fait à telle date, et généralement dans les matrices telles qu'elles sont présentées pour le moment, il y a des dates indicatives, mais ces dates devraient aussi être interrogées sur
leur pertinence. C'est la raison pour laquelle examiner l'interdépendance entre les différentes réformes devient une action importante. En tout cas, Monsieur le vice-premier ministre, je crois que là nous nous rejoignons nous deux. Je peux vous rassurer de ma disponibilité en tant que président de la commission ECOFIL à assurer que après l'examen en commission et l'adoption en Conseil des ministres, nous mettrons donc en place un cadre de suivi sur une fréquence régulière en commission avec, après nos réunions, communication des résultats qui découlent de ce tableau régulièrement au Conseil des ministres. Voilà. Merci beaucoup. Et évidemment, l'idée dans cette réforme-là en termes de suivi, c'est justement d'éviter de surprendre les collègues au Conseil des ministres. C'est plutôt de leur donner la possibilité à chacun de nous de pouvoir prendre le temps et de savoir qu'il y a une étape qui sera faite des mains du président de la République et la première ministre. Comme ça, ensemble, nous pourrons nous assurer d'avancer. Voilà. Je pense que pour ça, donc, nous sommes les deux en représentant le gouvernement plus, donc je peux considérer que cette feuille de route, ce projet est validé à notre niveau et que nous pouvons passer à la prochaine étape. Voilà. Merci, madame, je vous renvoie la parole. Je pense que nous sommes arrivés au terme de cette réunion et nous remercions tout le monde d'avoir participé. Nous allons nous lever pour l'hymne national et ensuite il y aura la photo de famille, donc je vais passer la main au protocole d'État. Et après, nos excellences devront partir, comme il y a un conseil des ministres cet après-midi. Excusez-moi, est-ce que l'Assemblée peut valider si la feuille de route a été adoptée à l'unanimité? Alors, c'est adopté. Merci. L'hymne national, s'il vous plaît.